le 23 février 2017. La conférence durant plus de 3 heures. Je vous invite à visionner au préalable les passages qui vont être commentés, c'est-à-dire à partir de 1h46 et 30 secondes, au sujet du manifeste de Brunswick et de la bataille de Valmy. À partir de 2h23, Jules Ferry. Et enfin, Pétain à 2h34. Pour caricaturer la conférence, Asselineau résume l'histoire de France à un combat des Français pour la souveraineté du peuple. Quand on voit les héraldiques impériales, c'est pas bon. Quand il n'y en a pas, c'est la liberté, c'est le peuple souverain. À travers cette critique, j'aimerais nuancer cette vision que je considère erronée. Un double jeu. Et voici que le peuple de Paris va recevoir ce qui va faire chuter la monarchie, c'est-à-dire le manifeste du duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, c'est celui qui est à la tête des armées coalisées. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit donc aux autorités parisiennes: Sa Majesté l'empereur d'Autriche, Paris, où est réfugiée la famille royale, est fort qui est signé Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick-Lunebourg, donné au quartier général de Coblence le 25 juillet 1792. Si vous l'avez bien lu, c'est l'Europe coalisée qui dit aux Français ce qu'il faut faire, qui dit que les lois qui ont été votées par la représentation nationale ne valent rien et qu'il faut rétablir le roi dans ses anciennes prérogatives. Alors c'est connu à Paris aux alentours du 28-29 juillet 1792, ça se répand dans tout Paris. Il fait très chaud, c'est comme en ce moment. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que la population parisienne, la populace, se rue aux Tuileries, envahit le château des Tuileries, qui n'existe plus depuis, qui avait brûlé en 1870. Et puis, place la famille royale en état d'arrestation. Et les gardes qui étaient censés défendre le roi se retournent contre la famille royale. Du manifeste a produit l'effet inverse. Au contraire, on peut imaginer que c'est bel et bien l'effet voulu. Que cette dernière publication était une manœuvre pour manipuler l'opinion publique, laquelle voulait garder son roi. En tout cas, vous concéderez que même si l'on considère que le manifeste a bien été écrit par Brunswick, et que ce dernier défendait réellement la cause du roi, son opération semble particulièrement maladroite. Au moment où la famille royale est placée en état d'arrestation, eh bien à ce moment-là, le duc de Brunswick-Lunebourg fonce avec ses troupes, puisque justement les Français lui ont répondu par un bras d'honneur, justement en faisant le contraire de ce qu'il avait exigé. Et donc vous savez que le peuple français va d'un seul coup se lever en masse, et que nous allons avoir cette bataille extraordinaire qui est la bataille de Valmy du 20 septembre 1792, où les troupes coalisées, c'est la même chose que la bataille de Bouvines, où c'est la même chose qu'à Malplaquet. On pensait que la France allait disparaître. Eh bien non. Comme à Bouvines, c'est l'Europe coalisée qui, en fait, est boutée par les Français qui sont les sans-culottes. Être français, c'est faire triompher la volonté du peuple français contre l'Europe coalisée. Alors, attribuer Bataille extraordinaire. En effet, elle est extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une fausse bataille. L'historien Henri Guillemin, qui nous dit ceci. Il n'y a pas de bataille de Valmy, il y a un échange de coups de feu. Valmy est un simulacre. Les armées coalisées n'ont en fait rien fait pour aider la monarchie. Pour conclure sur Valmy et le manifeste, il s'agit tout simplement de manœuvres pour justifier la chute de la monarchie contre les Français qui aimaient leur roi. Car comme vous l'expliquiez, sans ces événements, la révolution était terminée. À présent, citons rapidement quelques événements que l'on doit à la Révolution et à la Première République. La loi Le Chapelier. Cette loi interdit de fait les grèves et la constitution des syndicats au cours du siècle suivant.
mais aussi certaines formes d'entreprises non lucratives, comme les mutuelles, soit l'avènement du plus brutal libéralisme économique sur le dos du petit peuple. Un des premiers acquis de la Révolution française. Ensuite, il y a tous ces massacres d'innocents, ou bien de coupables par leurs pensées. Je pense au massacre de septembre, puis à ceux de la terreur. Sachant que les femmes et enfants des guillotinés, étant gênants, bien souvent on s'en débarrassait également. Et il y a le massacre de Vendée, que certains spécialistes qualifient de populicide, pour ne pas dire génocide. Française, l'armée de la République, culait de village en village et massacrait tous les vieillards, les femmes et les enfants. Les hommes, eux, étaient mobilisés dans l'armée vendéenne, qui elle aussi fut exterminée. C'est une vraie extermination. Cela se chiffre en plusieurs centaines de milliers. Voilà les bienfaits de la République. Voilà ce que vous appelez une révolution populaire. Et tout cela s'est fait bien entendu au nom des droits de l'homme, pour la liberté des Français. Plus rapidement avec la Révolution, celle-ci n'a rien de démocratique, rien de populaire. C'est un coup monté par une petite caste qui s'organisait par le biais de sociétés secrètes. Il fallait faire tomber le roi et la société catholique, car ils étaient les seuls remparts à la loi du marché, à la loi du profit. On pourrait la qualifier de révolution bourgeoise. Sans roi pour le protéger, le petit peuple est à présent à la merci du capitalisme. La plutocratie remplace la noblesse, c'est à présent l'argent qui fait le pouvoir, et la France s'apprête à connaître les siècles les plus sombres de son histoire. D'une bande de mafieux qui se fichaient complètement des Français. En effet, la Troisième République a vu le jour pendant la guerre franco-prussienne, à travers un gouvernement provisoire formé à la suite de l'arrestation de Napoléon III, la défaite de Sedan. Ce gouvernement a ensuite organisé et manigancé la défaite de la guerre, qui coûtera à la France, en plus d'une humiliation, une dette colossale, ainsi que les territoires d'Alsace-Moselle. Et pourquoi perdre intentionnellement la guerre? Car une victoire ramenait Napoléon III sur le trône, et le gouvernement provisoire était prêt à sacrifier tous les intérêts du peuple et de la France pour garder son pouvoir. Ce dernier Napoléon III, pourtant, était apprécié de la population. Il avait la réputation d'un empereur soucieux de son peuple. Plusieurs années, les républicains fêtaient tous les ans l'anniversaire de la défaite de Sedan. Ils célébraient une défaite française. Quoi de plus indignant que des dirigeants politiques qui sabrent le champagne pour célébrer une défaite française? Alors deux remarques. Premièrement, la Troisième République est née sur une trahison de la patrie et sur le mensonge au peuple, car ces négociations se sont faites dissimuler derrière un discours mensonger, prétendant que tout était mis en œuvre pour se défendre, alors qu'il n'en était rien. C'était le contraire qui se pratiquait. Ensuite, on peut souligner la mentalité des politiciens, qui est totalement antipatriotique. C'est cette mentalité qui est encouragée par le régime républicain, à savoir l'intérêt personnel avant l'intérêt de la nation, de la patrie. C'est en fait l'institution idéale pour la corruption. Une partie de la population n'était pas dupe. Elle a bien vu, bien compris la trahison de ses dirigeants et refusait de reconnaître le gouvernement. La population de Paris rentre en insurrection. C'est la Commune. C'est terminé la Commune. Par la semaine sanglante. Les armées versaillaises entrent dans Paris et exécutent en masse 70 000 communards. Ce chiffre varie selon les sources. Dont le seul tort était de ne pas reconnaître, donc ces communards, le seul tort était de ne pas reconnaître le gouvernement comme légitime.
Qui a commandité cette répression sanglante? Il se trouve que les principaux commanditaires ne sont autres qu'Adolphe Thiers et Patrick de MacMahon, seront très prochainement les premiers et deuxièmes présidents de la Troisième République. Eh oui, les premiers présidents n'ont pas hésité à tuer des milliers de Parisiens innocents pour arriver à leur fin. La Troisième République, c'est ensuite scandale sur scandale, par des représentants tous plus corrompus les uns que les autres, et antipatriotes, qui ne cessent de trahir les Français. Pour ne pas tous les citer, il y a le scandale des décorations, les arnaques en Algérie, la campagne tunisienne, la politique colonisatrice inhumaine, le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus. Et j'en passe. Pendant ce temps-là, l'opinion publique était manipulée par une presse qui faisait très bien son boulot de propagande d'État. Sans oublier les deux guerres mondiales, au XXe siècle, qui ont été gérées de manière scandaleuse, encore une fois, par l'intérêt personnel de l'homme politique, sans tenir compte des Français. Ce sont des millions de Français qui périront dans ces conflits. Primaire gratuit, qui est une révolution. Le 29 mars 1882, c'est l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. En 1882, pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. Il y a beaucoup de pays au monde actuellement qui ne disposent pas de ça, et malheureusement, de plus en plus en France, l'enseignement primaire obligatoire pour garçons et filles n'est plus gratuit et de moins en moins laïque, puisque de plus en plus, maintenant, on va vers une France qui se communautarise. Et puis le 9 décembre 1905, c'est Aristide Briand qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sont des très grands acquis de la République, qui fondent notre pacte républicain de nos jours. Être français, c'est refuser le communautarisme, c'est considérer que nous sommes tous identiques, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre couleur de peau, nos origines, nos convictions. Être français, c'est imposer la laïcité pour ne connaître que des citoyens libres et égaux. La France, c'est un principe d'émancipation. Ça, c'est qui? Soulignons votre passage à propos de Jules Ferry. Vous nous présentez l'enseignement primaire, obligatoire et laïque, comme une révolution. C'est un très grand acquis de la République, disiez-vous. Pour la République, peut-être. Mais qu'en est-il pour la France et pour les Français? Que se cache-t-il derrière cette réforme de l'enseignement? C'est en fait une loi qui impose le discours républicain. Dorénavant, les enfants de la France n'ont d'autre choix. Ils sont même obligés de penser du bien de la République française. On leur apprend, dès leur plus jeune âge, que la grandeur de la France, c'est la laïcité. Que sous l'Ancien Régime, les rois étaient tyranniques, c'était une période sombre et malheureuse pour la France. Et qu'enfin, en 1789, le peuple s'est levé, et que la Révolution est une émancipation du peuple français, qui à présent est heureux et libre sous la devise de liberté, égalité, fraternité, et la Constitution des droits de l'homme. Or, on vient de voir que c'est totalement faux, c'est même l'inverse. Le peuple aimait son roi, et la révolution bourgeoise est un complot très bien organisé qui s'est fait contre le peuple, au grand malheur du peuple. Cette réforme consiste en fait en un endoctrinement idéologique des enfants dès leur plus jeune âge, quand ils n'ont pas encore les moyens de remettre en question ce qu'on leur apprend. C'est d'ailleurs le fruit de cette réforme, monsieur Asselineau, qui fait que près de 150 ans plus tard, vous n'êtes pas encore émancipé du mensonge républicain. Alors oui, comme vous le dites, cette loi est une révolution et un acquis de la République. Elle a permis à la République de n'avoir aucune opposition sérieuse pendant 150 ans. Simplement parce qu'elle prive les Français de moyens intellectuels de la remettre en question.
on présente souvent les collaborateurs ou les vichistes comme si c'était des pro-nazis. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. C'était pas ça. Comme au temps de la guerre des Gaules, certains Français, c'était le cas des Éduins, certains Français, ils préfèrent finasser. Ils préfèrent jouer sur tous les tableaux, ils préfèrent collaborer. Vous avez ici Pétain, son dauphin, l'amiral Darlan, et enfin le président du Conseil, Pierre Laval. Ce qui est la marque de ces trois personnes, c'est pas du tout qu'ils étaient pro-allemands, c'est que Pétain, il était pétainiste, Darlan, darlanien, et Laval, lavaliste. C'est-à-dire qu'ils faisaient carrière. Leur objectif numéro 1, c'était de faire carrière, quelles que soient les contraintes du moment. Et donc, je feinasse, je suis d'un côté et de l'autre, je ménage et je joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire exactement l'antithèse même de De Gaulle. Pétain, par exemple, prétendait être Vous nous présentez Pétain comme un carriériste. Clairement, j'aimerais faire remarquer qu'il n'a pas du tout le profil d'un carriériste. Au contraire, il avait 84 ans quand on lui octroya les pouvoirs. Il était déjà retraité. Sa carrière était déjà terminée, déjà accomplie. Il était un héros de 14-18. En acceptant de prendre les pouvoirs dans cette période difficile, il avait tout à perdre et rien à gagner. Deuxièmement, Pétain est né en 1856, c'est-à-dire qu'il fait partie des dernières générations à être épargné de l'endoctrinement idéologique républicain. Il a également vécu tous les scandales de la Troisième République. Il était conscient de ses faiblesses, des corruptions du pouvoir. Il y a entre autres les conditions de la paix de 18, qui sont scandaleuses. Il était aux premières loges lors de ces négociations. Cela pourrait justifier qu'il ne portait guère la République dans son cœur. On peut imaginer qu'il la considérait comme responsable des maux et de la faiblesse de la France. Un point de vue selon lequel Pétain était un ennemi de la République, mais un ami de la France, n'est pas indéfendable. En ce qui concerne ses relations avec les États-Unis, ces derniers préféraient négocier avec Pétain plutôt qu'avec la France libre. Mais en vain, vous le dites vous-même. Il n'obtint rien de Pétain, car ce dernier était bien conscient que les États-Unis n'étaient pas nos alliés. Il en avait déjà fait l'expérience en 14-18. Par contre, pour reparler de carriéristes, il semble que De Gaulle n'ait pas hésité à traiter avec les Américains. En effet, on pourrait aisément imaginer qu'il y ait eu un arrangement du type « laisse-nous récupérer le marché européen, en échange tu passes pour un héros ». Là, on peut y voir une certaine forme de carriérisme. Les vrais gagnants de 40-45, c'est l'empire capitaliste américain. Et De Gaulle y est peut-être pour quelque chose. Même si plus tard, lorsqu'il sera président, il fera une politique anti-américaine. Ce n'est pas par hasard que les projets transatlantiques et européens sont nés juste après la guerre, que l'impérialisme capitaliste américain est arrivé en Europe. Aujourd'hui, chacun des centimes que nous dépensons finit dans les poches des capitalistes. Nous travaillons pour le bénéfice des entreprises étrangères, nullement pour le bien d'une quelconque nation, d'une quelconque patrie. Ces notions d'ailleurs n'ont presque plus de sens aujourd'hui. Nous sommes simplement un peuple soumis à un empire. Voilà ce que Pétain voulait éviter. Ce n'est pas parce qu'il a collaboré avec l'Allemagne qu'il est dans le camp des perdants. C'est parce qu'il a refusé de traiter avec les Américains. Que vous soyez, car en effet, vous séduisez, entre autres, beaucoup d'abstentionnistes qui ne croient plus depuis longtemps en cette fausse démocratie, plus au changement par le vote. Vous séduisez simplement parce que vous visez juste. Vous fournissez aux Français
des moyens de comprendre les supercheries du système, et principalement l'escroquerie de l'Union européenne. Vous dénoncez certains problèmes de fond, quand les autres politiciens sont encore en train de faire du baratin. Secondaires, qui sont des conséquences aux vrais problèmes de fond. Mais les réels problèmes, à savoir la soumission de toute notre sphère médiatico-politique à l'oligarchie capitaliste, et que nos dirigeants ne sont finalement que des marionnettes articulées par les lobbies qui tirent les ficelles. Le tout sous une belle couverture médiatique. Vous mettez aussi le doigt sur l'endettement des partis politiques, ce qui montre encore une fois à quel point ils sont directement soumis à la finance. C'est à se demander d'où vous sortez. Vous ne semblez pas être passé par le filtre de l'ascension politique qui fait en sorte que seuls les plus incompétents, les plus malhonnêtes et les plus démagogues atteignent les sommets de la popularité. Le Frexit est évidemment une priorité. Mais permettez-moi de vous interroger, monsieur Asselineau, sur le fond. Ce qui me dérange, c'est le R de UPR. Car si la France est dans une situation de soumission totale à l'empire capitaliste, c'est bien à cause de la République. La République est une institution qui a été pensée, créée, imposée dans le mensonge, dans le sang et dans les massacres d'innocents, spécialement pour assujettir la France au mondialisme. On peut justifier ce R de UPR comme étant une stratégie politique légitime. En effet, vous êtes déjà censuré et privé de grands médias car vous gênez avec vos discours anti-européens. Vous n'auriez aucune chance si en plus vous remettez en question la légitimité de la République. On peut aisément comprendre que vous avez la contrainte du politiquement correct. D'ailleurs, vous expliquiez clairement que votre programme, c'était « on s'unit, on se rassemble pour le Frexit, ensuite on verra ». Là-dessus, vous paraissez encore une fois très solide. Mais en pratique, vos projets sont-ils réalisables? Vous êtes bien conscient que le régime français n'a rien de démocratique. Plus vous grossissez, plus vous êtes susceptible de subir des pressions. Si vous ne vous laissez pas corrompre, comment réagirez-vous si vous, ou même votre famille, êtes menacés? Car vous le savez très bien, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir sont de véritables gangsters, et sont très puissants. Et vous semblez être leur seul réel opposant. Pour ma part, je vous suis de près et vous félicite car vous travaillez dur pour vos convictions. Mais d'un autre côté, je reste persuadé que le salut de la France ne se fera pas par les urnes. La dictature en place ne laissera pas un vote lui dérober son pouvoir. Je garde en effet une crainte que dans le pire des cas, votre mouvement détourne les gilets jaunes d'une vraie révolution, et que finalement, ils servent les intérêts des ennemis de la France. Sur ce, j'en ai fini avec ma critique. Merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo qui concerne principalement tous les Assoliniens. Faisons en sorte qu'elle remonte à Asselineau. Vive l'émancipation des Français, vive les Gilets jaunes, vive l'Union populaire, vive la France.